Bonjour, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les grandes lignes de l'actualité. Et cet atelier de formation contrôle fiscal qui a eu lieu aujourd'hui. Le Japon innove avec des panneaux solaires équivalents à 20 réacteurs nucléaires. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Et nous entamons ce journal par la 8e réunion de coordination à la riposte à la sécheresse présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En effet, le Premier ministre a présidé aujourd'hui à la primature la 8e réunion de suivi du plan national de riposte à la sécheresse. Y ont pris part les ministres concernés, les présidents des conseils régionaux ainsi que les représentants techniques. Les échanges ont permis de faire le point sur les forages opérationnels, les besoins en entretien et le lancement d'un appel d'offres pour les travaux de repêchage de 6 forages, 3 sociétés en lice et l'analyse d'offres en cours. Le Premier ministre a également insisté sur l'anticipation des études géophysiques et l'impact environnemental préalable indispensable à la validation du nouveau plan dans les zones critiques. Le président des conseils régionaux ont alerté sur l'importance d'un entretien préventif systématique, condition essentielle pour garantir l'accès à l'eau et éviter également des réparations coûteuses. Dans ce cadre, le recrutement de 5 ingénieurs en maintenance électronique par région est lancé avec un délai de réponse de 10 jours. Le Premier ministre a par ailleurs appelé à l'implication accrue des populations dans les régions de l'intérieur du pays, dans la gestion des infrastructures hydrauliques, notamment via la mise en place d'un plan de financement locaux pour les carburants, le gardiennage, les pièces de rechange en complément des appuis extérieurs. La Direction générale des impôts en collaboration avec la délégation du PNUD a clôturé aujourd'hui un atelier de formation en contrôle fiscal. Présidé par le directeur général des impôts, Mohamed Moussa Roblé, cet atelier de formation est dédié au contrôle fiscal, a réuni durant 2 semaines cadres, agents de la Direction générale des impôts. Objectif de cette formation s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de transition fiscale porté par le ministère du Budget à travers la Direction générale des impôts soutenue par le PNUD à travers le projet Tax for SDGS. Il vise également à outiller les participants des compétences nécessaires pour gérer efficacement un contrôle fiscal. C'est aussi une marque de volonté collective de doter l'administration fiscale des moyens humains, intellectuels et opérationnels pour faire face aux défis de la fiscalité moderne. 80 pays à travers le monde visant à promouvoir les systèmes fiscaux justes et durables pour le financement des ODD. À Djibouti, cette initiative fait partie intégrante des efforts de mobilisation des ressources domestiques un axe clé du cadre intégré de financement national, en anglais on dit INFF, adopté par Djibouti. Cette initiative, portée conjointement avec la Direction générale des impôts, s'inscrit au cœur d'un enjeu fondamental pour Djibouti, renforcer la mobilisation des ressources domestiques pour financer durablement son développement à atteindre les ODD. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué au succès de cette formation. Et dans une intervention faite à cette occasion, le directeur général des impôts, Mohamed Moussa Roblé, a indiqué que cette formation n'est pas une fin, c'est le début, car quelle que soit la fonction exercée au sein de l'administration fiscale, la formation continue. Vous le savez, le système fiscal djiboutien est à la croisée des chemins, dans la mesure où celui-ci repose sur un régime déclaratif qui a pour corollaire, en contrepartie, un dispositif de contrôle solide, rigoureux et crédible.
Or, nous évoluons dans un environnement fiscal atypique à Djibouti, hérité des locaux coloniales et qui repose sur un modèle cédulaire. Ces systèmes, conçus pour une économie de comptoir, ne correspondent plus à la complexité de notre économie actuelle, qui est une économie de plus en plus mondialisée et qui est en pleine mutation. Conscient de cet état de fait, le ministère du Budget a entrepris un vaste programme de réforme des finances publiques afin de rompre avec les ajustements de surface, souvent opérés à travers les lois des finances ponctuelles, pour engager une réforme fiscale en profondeur fondée sur la cohérence, la justice fiscale et l'efficacité économique. Et dans cette réforme, le contrôle fiscal demeure incontestablement un pilier central. Or, nous constatons, comme vous le savez tous, dans la temporalité, je vais y arriver, que ce pilier que constitue le contrôle fiscal a fait l'objet dans le temps de vacillements. Nous avons souffert d'un déficit de transmission intergénérationnelle du savoir et des pratiques entre anciens inspecteurs des impôts et nouvelles recrues. Faute de planification prévisionnelle en ressources humaines, nous avons perdu des compétences précieuses, qu'ils soient mises en retraite ou redéployées vers d'autres corps de métier. Gros plan cette fois sur les conséquences dévastatrices du changement climatique, mais aussi les mesures prises à l'échelle internationale. Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ces réchauffements se font déjà sentir. Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations. Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années. La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030
and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP 3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP 21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP 21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ces impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Nous allons à Lissabé cette fois où le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le CLI, mais aussi la Chambre de commerce de Djibouti, ont organisé hier mercredi la dernière étape de la caravane de sensibilisation sur la facilité d'investissement dans la région d'Ali-Sabie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet DRIVE, réduction des risques, inclusion, valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Objectif général est d'informer et mobiliser les acteurs économiques autour de la facilité d'investissement, un mécanisme novateur visant à soutenir les projets liés à l'élevage et à renforcer les chaînes de valeur pastorales dans une logique de développement rural, durable et inclusif. L'événement a été présidé par le président du conseil régional, M. Sharmaki Hassan, en présence d'un public nombreux, diversifié, composé d'éleveurs, d'entrepreneurs, des cadres régionaux, de représentants du syndicat des transporteurs de bétail, ainsi que des autorités locales. Tous sont venus s'informer sur ce mécanisme innovant destiné à soutenir les chaînes de valeur liées à l'élevage pastoral. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le président du conseil régional, M. Sharmaki Hassan, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de stratégique pour le développement économique local. Avec
un grand plaisir et un profond sentiment d'engagement que je prends la parole à l'occasion de cet atelier d'information sur la facilité d'investissement auprès des acteurs actifs dans la chaîne des valeurs de l'élevage dans notre région. Comme nous le savons tous, l'élevage constitue un pilier essentiel de notre économie locale. Il représente non seulement une source importante de revenus pour de nombreuses familles rurales, mais il contribue également à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la dynamisation de nos marchés locaux. Cependant, malgré ces potentiels indéniables, les acteurs de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse des éleveurs, des transformateurs, des commerçants, des prestataires de services, rencontrent encore de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit d'accéder aux ressources financières nécessaires pour développer leurs activités. C'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui. À travers le projet DRIVE, le ministère de l'Agriculture a initié cette rencontre afin de sensibiliser, informer, valoriser les échanges autour d'un dispositif existant et des opportunités à développer pour stimuler l'investissement dans ce secteur stratégique. En sport, cette fois sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne du sport subaquatique a organisé ce week-end une formation pour les jeunes passionnés de la plongée. Cette formation s'inscrit dans le cadre de ses objectifs de développement du sport subaquatique, de sensibilisation à l'environnement marin. Les premiers exercices se sont déroulés à la piscine nationale avant de se poursuivre en mer. Cette formation initie les participants à plusieurs disciplines, à savoir la plongée sous-marine, l'apnée, la nage à palme, le kitesurf, ainsi que le sauvetage, le secourisme. La fédération œuvre également pour la protection du littoral djiboutien, la formation personnelle dans les métiers subaquatiques et la valorisation de l'écotourisme et de l'environnement marin. Suivant cette fois ce magazine de la rédaction portant sur les sports d'été. En effet, comme chaque année, en cette période estivale, les voies, les rues, les terrains vagues, les places publiques deviennent des terrains à ciel ouvert. Explication. L'été s'installe à Djibouti alors que les écoles ferment leurs portes. Un autre dynamique prend le relais. Dans les quartiers de la capitale comme dans les régions de l'intérieur, le riz, le terrain vague, le place public deviennent des terrains de sport à ciel ouvert. Partout, des jeunes en short, équipés des maillots, tous rassemblés autour d'une même idée, bouger ensemble. À l'initiative du secrétariat d'État chargé des sports, la République de Djibouti vit depuis le début du mois de juin au rythme d'un vaste programme national baptisé Le Sport pour tous et partout. Comme chaque année, la saison estivale débute par une réunion de lancement présidée par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé au sport en présence de différents acteurs mobilisés, direction régionale, associations encadrants et partenaires locaux. Et comme le veut la tradition, de l'eau et du matériel sportif sont remis à chaque direction régionale et à chaque association organisatrice afin de garantir une mise en œuvre équitable sur tous les territoires. De la capitale jusqu'au quart de l'arrière-pays, le sport se pratique partout, sur des terrains improvisés comme sur des espaces aménagés. Un programme qui transforme chaque espace en lieu d'activité, chaque quartier en centre sportif temporaire, chaque journée en occasion de se dépasser. Notre objectif, c'est surtout de promouvoir sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire de corriger les inégalités entre la disparité du développement des sports dans les régions et dans la capitale. Donc, qui est aussi l'objectif principal de notre département, de retoucher l'ensemble de la population, l'ensemble de la jeunesse. Et qu'il faut que la jeunesse
s'épanouisse, il faut que la jeunesse profite de ces activités estivales sportives. Parce que aussi à travers ces activités d'été, nous, on donne l'opportunité à certains jeunes qui n'ont pas eu la chance de briller dans les clubs et dans d'autres championnats et de se remarquer et de s'illustrer. Je dirais que chaque année, il y a des localités qui s'intègrent des années en année. Donc, nous, on a chaque année, il y a un effectif significatif des localités qui participent à cette édition. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une vision politique claire à celle du président de la République qui fait du sport un pilier du développement de la cohésion sociale et de l'épanouissement du jeunes. À travers cette campagne estivale, c'est toute une jeunesse qui est mobilisée, valorisée et responsabilisée. Et le succès est bien là. Chaque année, des centaines d'activités sportives sont organisées simultanément à travers tout le pays. Des tournois de football, des compétitions de volley-ball, des démonstrations d'arts martiaux et des jeux collectifs. Mais au-delà des victoires sur le terrain, ce que ces jeunes emportent avec eux, ce sont des souvenirs de partage, un sentiment d'appartenance, une confiance retrouvée, parfois même une vocation qui se révèle. Jusqu'à la fin du mois d'août, le sport pour tous, partout, continuera de faire vivre le terrain, de rapprocher les communautés et d'inspirer une nouvelle génération. À Djibouti, le sport ne connaît pas de frontières. Il unit, il élève et il donne à chaque jeune une chance de grandir, pas seulement physiquement, mais humainement. Et cet accident de la circulation qui est survenu hier mercredi au rond-point de Doralé, un accident de la circulation qui est donc s'est produit environ 15 heures au niveau du rond-point de Doralé. Le camion impliqué transportait 2 conteneurs de 27 tonnes contenant des pesticides. En provenance du terminal à conteneurs, le conducteur a perdu le contrôle du poids lourd. Au moment de négocier le rond-point, l'un des conteneurs a basculé sur le côté gauche du véhicule et s'est renversé sur la chaussée. Les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière se sont rapidement rendus sur place pour sécuriser la zone, effectuer des constatations d'usage et réguler par la même occasion la circulation. La grue élévatrice de la gendarmerie est également intervenue sans délai pour procéder au redressement du conteneur et permettre la reprise normale du trafic. Grâce à une intervention rapide et efficace, l'accident a pu être maîtrisé sans aucun dommage humain ne soit à déplorer. Les constatations d'usage ont été effectuées par la brigade de sécurité routière de PK12. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Au Japon, eh bien, le Japon innove par des panneaux solaires équivalents à 20 réacteurs nucléaires. Le Japon s'apprête à franchir un cap décisif dans la transition énergétique en développement de panneaux solaires de nouvelle génération capables de produire une quantité d'électricité équivalent à celle de 20 réacteurs nucléaires. Fruit d'années de recherche et de réorientation stratégique après la catastrophe de Fukushima en 2011, eh bien, contrairement aux panneaux traditionnels, elles peuvent être installées sur les fenêtres, les façades d'immeubles, voire les toits de véhicules, ouvrant ainsi la voie à une intégration urbaine sans précédent. Le Japon, conforté à une rareté d'espace pour les installations solaires classiques, trouve ici une solution ingénieuse qui allie technologie de pointe et adaptation à son environnement. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.